Le fait de voir que ces personnes-là ne sont pas extraordinaires, mais que c'est vraiment des personnes qui sont très ordinaires et que la plupart du temps, elles ont juste des habitudes qui sont différentes ou des mindsets qui sont différents, ça rassure beaucoup. Le contraste entre les deux, il est flagrant, enfin, il n'y a pas à débattre en fait, tu vois. Le pire, c'est que les gens aujourd'hui le savent. Le frère est décédé assez jeune. C'est une personne qui avait une vision qui était très tournée vers l'avenir. Mais il ne faut pas oublier que l'avenir qu'on prépare, ça ne se renouvelera pas. Bonjour à tous et bienvenue sur la Chicks Meetings. Aujourd'hui avec Tony, on accueille un invité d'exception. Il est expert dans son domaine, et pas qu'un seul domaine d'ailleurs, vous allez voir. Il a accumulé de nombreuses années d'expérience et de connaissances. Et aujourd'hui, on est ravis de pouvoir vous partager son expertise. Donc sans plus tarder, Daniel, comment tu vas ? Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi ? Ça va très bien. Est-ce que tu peux parler de toi brièvement, te présenter, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je m'appelle Daniel Vu, j'ai 28 ans, j'ai plusieurs activités professionnelles dans la vie. Ma toute première activité professionnelle et l'activité principale, c'est que je suis dentiste, chirurgien dentiste, donc comme toi. J'exerce ça à mi-temps, donc j'exerce 3 jours par semaine. Et à côté, j'ai pas mal d'activités entrepreneuriales, des activités qui sont un petit peu restreintes, qui sont plus des activités passion. Donc il y a la photographie, la vidéo, notamment sur la Fashion Week, pour les mariages, des choses comme ça. Un petit peu d'acting aussi, parce qu'il y a toute ma famille qui fait des boulots d'acting. Et donc je me suis mis un petit peu dedans, plus pour le fun, pour m'amuser un petit peu. Et en dehors de ça, j'ai lancé une maison d'édition qui s'appelle les éditions Deal, avec lesquelles on aide des auteurs à publier leurs livres. J'ai lancé aussi une activité dans l'immobilier où j'investis dans l'immobilier, j'accompagne des personnes qui veulent investir dans l'immobilier et j'ai sorti un livre qui est un best-seller qui s'appelle Comment investir en immobilier locatif. Et sinon, j'ai aussi une activité où un petit peu dans la diplomatie avec le Conseil franco-britannique où là, on essaie de créer du relationnel et de renforcer les relations entre les deux pays pour que ça tourne un petit peu mieux et pour préparer ce qui pourrait venir dans l'avenir entre les deux pays. Young Leaders, il me semble. C'est ça. Et pour rebondir sur ça, comment est-ce que tu as pu intégrer ce cercle en quelque sorte fermé aussi, j'ai envie de dire comment ça s'est fait? Est-ce que tu as été repéré par quelqu'un de ce conseil ou... Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, il y a quelqu'un qui était dans le Conseil franco-britannique que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer, qui m'en a parlé un petit peu. Après avoir évolué quelques mois ensemble, discuté et s'allier d'amitié, il m'a dit que ça semblait correspondre un petit peu pour moi. Et donc, il m'a proposé d'intégrer ce conseil franco-britannique. Après ça, il y a une sélection qui se fait sur les candidats, les différents profils, et ils m'ont sélectionné, donc c'est avec grand plaisir que j'ai rejoint ça, et c'est une belle aventure. Mais concrètement, dans ce conseil, vous faites quoi en fait ? L'intérêt du conseil franco-britannique, c'est de rassembler des personnes en fait, dans les deux pays, donc des personnes qui sont en France, des personnes qui sont en Grande-Bretagne, qui sont soit des personnes qui ont déjà une influence dans certains domaines, ça peut être des domaines totalement variés, donc on a des personnes qui sont dans l'armée, des personnes qui sont dans la politique, on a des maires, on a un ministre, le ministre de l'Europe, on a des personnes qui sont dans le domaine artistique, donc on a des chefs d'orchestre, des personnes vraiment de différents domaines dans les deux pays. Et le but, c'est de faire rencontrer ces personnes-là. Déjà, le premier objectif, c'est de créer du réseau pour que plus tard, si jamais il y a un besoin dans quelque chose, on puisse faire appel à ces personnes-là. Et le deuxième objectif, c'est de déterminer ensemble avec ces personnes-là qu'est-ce qu'on peut créer pour rassembler les deux pays et pour que ça tourne mieux dans leurs différents domaines d'expertise, en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous raconter un peu ton parcours ? Comment est-ce que tu en es arrivé là, ton parcours scolaire, que ce soit scolaire ou professionnel ? Par où tu es passé Alors, en termes de parcours professionnel, j'ai eu un parcours très classique, au sens où j'ai eu mon bac scientifique. Et là, j'ai eu un choix qui était qu'est-ce que je vais faire plus tard après mes études. Globalement, c'est assez classique, on va dire, pour un Asiatique, et c'est un petit peu cliché. Mais du coup, je me suis lancé dans les études de santé, ce qui était... quelque chose de un petit peu une idée commune dans ma famille. On a 6 pharmaciens, 5 médecins, et donc dentiste, ça semblait un petit peu la suite logique pour rester un peu dans la zone de confort de ce qu'on faisait dans ma famille. Il y avait une réflexion qui se tournait autour de est-ce que je fais quelque chose qui sort un petit peu de cette zone de confort ou est-ce que je reste un petit peu dans le cadre familial. Et au final, j'ai choisi un petit peu la solution de facilité de suivre ça parce que c'est quelque chose qui rassure un petit peu de se dire voilà, c'est quelque chose qui marche bien, donc autant se lancer dedans. Il n'y a pas eu vraiment de
de volonté entrepreneuriale à ce moment-là. Et la volonté entrepreneuriale est venue vraiment après, au cours de mes années de faculté, quand j'ai vu qu'au final, dentaire, c'était peut-être pas ce que j'aimerais faire toute ma vie, en tout cas comme unique métier. Si je devais choisir un seul métier, je dirais que ce serait dentiste, parce que c'est quand même quelque chose qui me passionne. Et je trouve que c'est un métier génial qui nous permet d'avoir pas mal de temps à côté pour entreprendre. Par contre, faire que dentaire, je trouvais ça un petit peu frustrant. Et par la suite, du coup, quand je suis sorti de la fac, je me suis dit, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire pour entreprendre, pour investir. J'ai commencé à fréquenter des cercles d'investisseurs, d'entrepreneurs. Et c'est là où je me suis dit, bah, en fait, il y a tout un monde qui s'ouvre à moi, plein d'options, plein de possibilités. Et c'est là où j'ai découvert un petit peu plus le monde entrepreneurial, du coup. Et c'est quand que, en fait, c'est quand que tu as eu ce déclic, entre guillemets, d'entreprendre, en fait? J'ai fini mes années d'études en dentaire un petit peu plus jeune que les autres. J'ai fini à 21 ans. Et du coup, c'est vraiment à 21 ans, quand je suis sorti de la fac, que je me suis dit, bah, je vais me lancer dans quelque chose. Pendant mes années de fac, je commençais déjà… Ouais. C'est à quel âge qu'on finit normalement du coup les études en dentaire? Fini normalement vers 24 ans, je pense, 24-25. Du coup, tu as sauté des classes. J'ai sauté des classes, ouais. Et du coup, le fait de… Alors, pendant mes années d'études, je faisais déjà des petits boulots annexes. Donc, je faisais des boulots d'acteur et des boulots de photographe. Et je pense que le fait de faire de la photographie et de devoir vendre mes services de photographie, c'était déjà un premier pas dans l'entrepreneuriat, sans que j'y connaisse grand-chose. Et quand je suis sorti de la fac, je me suis dit, voilà, j'ai un boulot qui est stable, métier de dentiste qui, au final… ne présente pas trop de challenge, c'est pas non plus un métier particulièrement dangereux, on va dire. C'est vraiment quelque chose où il y a de la demande, on est sûr d'avoir un revenu plutôt confortable. À côté de ça, je peux me permettre de me challenger un petit peu et de me mettre dans des projets, on va dire, un peu plus risqués et un peu moins sécuritaires, mais plus passionnants, quoi. Mais de tout ce que tu nous racontes aujourd'hui, tu as énormément de casquettes. T'es photographe, t'es rentier immobilier. Ouais. Enfin, rentier. On va dire que je continue à Investisseur immobilier. investisseur immobilier, mais je continue à avoir plein d'activités à côté. Auteur best-seller, chirurgien dentaire, C'est ça. acteur du coup. On peut dire Entre guillemets. Pas très connu. Mais… Ouais. Clément m'a dit il y a quelques jours que tu avais commencé la musique. La musique, alors je fais de la musique un petit peu en passion, mais ça sera pas une activité. Mais du coup, au final, t'es quoi? On va dire que je suis passionné. En fait, tous les domaines dans lesquels j'exerce, c'est des domaines où, pour la plupart du temps, j'avais pas d'idée à l'origine de me mettre dans ces domaines-là. Et c'est des rencontres un petit peu fortuites dans la vie de tous les jours. Je rencontre des personnes qui, eux, ont leur passion. Et ces personnes arrivent à me transmettre la passion. Et je me dis, bah, si ces personnes-là sont aussi passionnées par ce domaine-là, peut-être que moi aussi, ça peut me passionner. Et en testant, en fait, je me mets à l'intérieur assez facilement. Ouais. Et dans tout ce que tu as fait du coup jusqu'à présent, j'imagine que ça a été dur, fastidieux, pas mal d'obstacles. Et il y a dû avoir cette petite chose, cette petite flamme en toi qui t'a fait persévérer, qui t'a fait continuer. Et c'était quoi cette raison-là derrière? C'est vraiment la passion. Et du coup, je ne perçois pas tout ce que j'ai fait comme des choses qui sont dures, en fait, pas comme des choses difficiles. En fait, à chaque fois, je perçois deux différents… En fait, on mélange souvent ce qui est difficile et ce qui est complexe. Et à chaque fois, je me dis, ce que je fais, est-ce que c'est difficile? Le projet dans lequel je me lance, est-ce qu'il est difficile ou est-ce qu'il est complexe? Pour moi, un domaine qui est difficile, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, c'est quelque chose dans lequel on va fournir de l'effort. Ça peut être un effort physique, intellectuel, mental, un effort important. Donc, par exemple, je ne sais pas si tu me dis de courir un marathon, par exemple. Pour moi, ça me semble difficile parce qu'il y a un effort vraiment, tu vas suer, ou alors de faire un métier ouvrier, par exemple. Dans le bâtiment, c'est quelque chose qui, pour moi, est difficile. Par contre, les projets dans lesquels je me lance, c'est en général des projets qui sont faciles, donc dans lesquels on n'a pas à mettre beaucoup d'efforts, que ce soit mental, physique ou des choses comme ça, mais qui sont plutôt complexes. Donc c'est en fait une agrégation de pas mal d'étapes en fait, et donc ce ne sont pas des choses qui sont simples, mais en soi, c'est juste des choses qui sont complexes au sens où il y a beaucoup d'étapes, mais chacune de ces étapes est plutôt facile à faire. Il n'y a pas énormément d'efforts à partir du moment où on est passionné. C'est en général juste se poser devant son ordinateur, son bureau, réfléchir à la meilleure stratégie. Et donc, au final, je peux cumuler pas mal de choses qui sont assez complexes, tant que derrière, il n'y a pas un effort particulièrement conséquent. Voilà. Ce qui t'anime, c'est vraiment cette passion en fait, que tu as C'est ça. de tes projets. Du coup,
Mais en fait, comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps en fait? Comment est-ce que tu gères tous ces différents secteurs? Parce que pour donner mon cas à moi, aujourd'hui, je suis étudiant, je suis alternant dans une entreprise. Je gère du coup cette chaîne YouTube avec Clément. Je gère aussi une agence de marketing digital que j'ai lancée aussi récemment avec plus de 30 collaborateurs environ. On est bientôt à 40. Et encore 2, 3 autres trucs que je n'ai pas forcément cités, mais j'ai du mal, tu vois. J'ai du mal parce que après, tu as le sport à côté aussi qui est important. Et je t'avoue que dans ma vie de tous les jours, des fois, j'ai du mal à prioriser. Oui. Tu vois, je pense que c'est aussi question de priorité. Et toi, comment est-ce que tu gères justement cette priorité sur tes tâches, sur tes différentes affaires? C'est vrai que la gestion du temps a été pas mal importante, surtout dans les dernières années quand j'ai eu plus de projets dans lesquels je me lançais. La première chose, ça a été d'accepter, quand j'avais trop de projets, de manquer des opportunités. Parce que jusqu'à un certain stade, je prenais tout ce qui venait. Donc on me proposait, Daniel, tu veux te lancer dans tel projet? Bien sûr, je suis passionné, vas-y, on se lance dedans. Et à un moment, je me suis rendu compte que mon temps, effectivement, était limité, que je ne pouvais pas me lancer dans tous les projets qu'on me proposait. Et donc, effectivement, la première chose, c'est d'accepter de perdre des très bonnes opportunités et de dire non à des choses qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, simplement parce que sinon, ça empiète sur mes autres domaines. Et ensuite, par rapport à tout ce que je fais, je pense que le principal, c'est d'être engagé dans ce qu'on fait et de ne pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire qu'en général, dans mes journées, il y a des moments où je me repose et je me repose à fond. Des moments où je travaille à fond. Des moments où je m'amuse beaucoup. Je sors quasiment tous les soirs. Et quand je m'amuse, je le fais bien aussi. Mais vraiment avoir des moments dédiés. Et c'est un peu work hard, play hard. C'est Play vraiment… harder. Play harder. C'est ça. En fait, je me permets de bosser très dur dans des domaines variés parce que je sais que derrière, je peux aussi m'amuser beaucoup. Et donc, je me dis, voilà, je bosse dur, mais après, il y aura un moment de détente après. Je sais pas si tu connais Oussama Ammar, Oui, mais carrément. il a ouais. dit Ouais. une phrase dans une vidéo de Yomi Denzel, je crois. Et il a dit cette phrase qui est « Savoir s'amuser et se reposer, c'est un talent aussi important que de travailler. Je suis carrément d'accord. » Et ça rejoint Ouais. totalement ce que tu nous racontes. Et sinon, en termes de gestion du temps, en fait, je me dis, dans une semaine, j'ai à peu près 100 heures de disponibles. Globalement, tu prends 24 heures, tu retires, je sais pas, 7 heures pour dormir. Donc, il te reste à peu près 17 heures. Ensuite, tu retires, on va dire, 2 heures pour les repas, 1 heure pour prendre ta douche, pour te brosser les dents, etc., pour aller aux toilettes. Et globalement, ce qui te reste, si tu multiplies par 7, ça fait à peu près 100 heures. Et donc, je me dis, voilà, dans une semaine, j'ai 100 heures actives que je peux dédier à faire de l'entrepreneuriat, pour m'amuser, etc. Dentaire, globalement, ça me prend à peu près 20-25 heures, donc ce qui n'est pas énorme, ça me prend un quart de mon temps disponible. Et il me reste 75 heures pour faire ce que je veux, tu vois. Dans ces 75 heures, le but, c'est de dédier ce temps-là, soit à sortir avec des amis, passer du temps avec la famille ou à l'entrepreneuriat. Et donc, j'essaie de répartir ces 75 heures de façon pertinente pour que ça corresponde exactement à ce qui est important pour moi. En fait, donc, chaque poste, selon son importance, a une durée dédiée dans ma semaine. Et quelle serait une journée type dans la vie de Daniel, par exemple? Alors, ça dépend des journées. On va dire que j'ai des habitudes. J'ai aussi quelque chose qui est important dans ma vie, c'est la mise en place d'habitudes. En fait, on me dit, Daniel, tu te lances dans plein de projets différents, tu adores explorer des nouvelles choses. Comment tu fais pour pas que ça te prenne la tête et que tu te perdes un petit peu? Pour moi, la notion d'habitude est très importante parce que les habitudes que tu mets en place dans ta vie, c'est ce qui définit le plus ton futur, en fait. Par effet cumulé, c'est hyper important. Et du coup, effectivement, dans ma semaine, j'ai des habitudes. Donc, par exemple, le lundi, c'est cabinet et le soir, c'est sport. Ensuite, le mardi, c'est une journée qui est dédiée en général à l'entrepreneuriat toute la journée. Et le mardi soir, éventuellement, je peux avoir des projets annexes. Le mercredi, c'est cabinet et le soir, c'est entrepreneuriat avec mon associé sur la maison d'édition. Donc, tous les mercredis soirs, je suis avec lui. Le jeudi, c'est cabinet et le soir, je peux sortir un petit peu. Vendredi, c'est dédié à l'entrepreneuriat. Et après, le week-end, c'est le dimanche soir avec la famille. Et le samedi, dimanche, soit l'entrepreneuriat, soit éventuellement, je me permets de sortir avec des amis en fonction des situations. Tout ça, tu t'es écrit sur un tableau ou c'est dans la tête? C'est dans la tête, ouais. Après, j'ai un agenda qui me permet de me repérer un petit peu dans mon mois, qui est assez fourni. Donc, je suis toujours pris sur un mois et demi environ. Et après ça, j'essaye aussi de répartir
ce que je peux allouer aux différentes personnes que je fréquente en termes de disponibilité dans mon emploi du temps pour qu'il n'y ait pas des personnes qui cannibalisent un petit peu mon emploi du temps. Donc j'essaie de répartir un petit peu la fréquence à laquelle je vois les potes. C'est à partir de quand que tu as commencé à instaurer ces habitudes et cette organisation archi stricte pour le coup, enfin pas stricte mais très bien déterminée? C'est à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui étaient importantes pour moi de faire et que j'avais pas forcément le temps de le faire. Et je me suis dit, j'ai un emploi du temps qui est chargé sur 1 mois et demi et parfois 2 mois. Et je me suis dit, ces choses-là, si je veux pouvoir les faire régulièrement, il faut que je leur dédie un temps dans la semaine où je fais rien d'autre que ça. Et donc, mon emploi du temps sur 6 mois, 1 an, je sais que tous les lundis soirs, c'est ça, tous les mercredis soirs, c'est ça. Et à la fin, je réfléchis même plus et comme ça, je suis sûr de pouvoir faire ces activités-là. Pour le coup, est-ce que tu as vu un changement drastique entre du coup la période où tu n'avais pas forcément tout ça en place et aujourd'hui du coup? Carrément, oui, oui, oui. Tout d'abord, je pense que ça t'apporte une certaine sécurité de savoir ce que tu fais exactement dans ta semaine. Pour des personnes qui ont beaucoup d'activités comme toi et moi, ça peut être un stress de se dire mince, est-ce que j'aurai le temps de faire ça, ça, ça. Le fait de dédier un temps à ça dans ta semaine, tu es sûr de progresser régulièrement dans les domaines dans lesquels tu avances. Et ensuite, c'est un stress en moins aussi d'avoir déjà son planning de la semaine et de pas marcher à tâtons, quoi. Ouais. Et aussi j'ai compris aussi que toi, tu as décomposé en gros tes journées. Par exemple, sur une journée de 24 heures, comme tu as expliqué un peu tout à l'heure, tu as ce temps-là, tu vas dédier à dormir, ce temps-là à faire du sport. Et est-ce que tu conseillerais justement ce système un peu, cette façon de s'organiser et où est-ce que ça t'a amené toi aujourd'hui? Je pense que c'est important, notamment de se connaître soi-même et en décomposant sa journée, de pouvoir savoir à quel moment est-ce qu'on est efficace pour faire telle tâche. Donc par exemple, moi je sais qu'au-delà d'une certaine heure, je suis très inefficace dans le travail pour certains types de travaux. Et donc à des moments où je suis moins efficace, je vais mettre des tâches où j'ai pas besoin de beaucoup de réflexion. Ça peut être de la comptabilité, ça peut être des choses où il y a un peu besoin de moins d'aspects créatifs par exemple. Et certains moments dans la journée, je vais être un peu plus efficace. Et donc là, je vais me permettre de réserver ces partie de la journée pour faire des choses un peu plus importantes dans l'entrepreneuriat. Et le fait de bien se connaître, de bien répartir sa journée, ça permet au final à la fin de la journée d'être juste satisfait de notre journée et de répondre aux objectifs qu'on se fixe en début de journée. Parce que moi quand je me lève du coup le matin, je me dis voilà Daniel, tu sors de ton lit, c'est quelque chose qui est dur. Pour te motiver à sortir de ton lit, il faut que tu saches pourquoi tu sors de ton lit et donc définis ce que tu es censé faire dans la journée. Et le but, c'est de me dire, voilà, en fin de journée, est-ce que j'ai pu faire tous les objectifs que j'avais fixés? Il n'y a pas trop d'objectifs, sinon c'est impossible, mais je m'en fixe 2 ou 3. Et si j'ai réussi à répondre à ces objectifs, je suis satisfait de ma journée. Pour rebondir à ton organisation de ta semaine, moi j'ai l'impression plutôt que tu vois ça comme un jeu en fait. Tu décortiques tout et tu meubles en fait, tu complètes tes journées. Finalement, est-ce que tu trouves que c'est dur en fait l'entrepreneuriat? Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'impensable, tu vois, genre c'est inatteignable, c'est hyper dur, il n'y a que 1% de la population qui peut faire ça parce que justement ils sont surdoués, ils sont intelligents. Mais est-ce que tu penses finalement que c'est dur et que tout le monde peut y parvenir? Je ne pense pas que l'entrepreneuriat soit dur. Je ne pense pas non plus qu'il y ait besoin d'intelligence. En tout cas, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas particulièrement intelligents et qui pourtant réussissent très bien. Et je pense que c'est ce qui m'a rassuré aussi, le fait de fréquenter des cercles d'entrepreneurs en voyant des entrepreneurs qui réussissent énormément et d'autres qui réussissent un petit peu moins bien. Et le fait de voir que ces personnes-là ne sont pas extraordinaires, mais que c'est vraiment des personnes qui sont très ordinaires et que la plupart du temps, elles ont juste des habitudes qui sont différentes ou des mindsets qui sont différents, ça rassure beaucoup. Et le fait de voir ces personnes dans un cadre différent et en dehors des vidéos YouTube ou des choses comme ça, ça permet de casser un petit peu un plafond de verre, de se dire voilà, l'entrepreneuriat c'est compliqué, c'est quasiment impossible pour la moyenne des personnes, et de voir que des personnes qui sont tout à fait ordinaires réussissent dedans, ça motive vraiment, je pense. Ouais. Et donc oui, je pense que tout le monde peut entreprendre à condition d'avoir la bonne vision des choses et surtout d'avoir une vision de créateur, de producteur plutôt que de consommateur. En fait, c'est juste une question de vision des choses, le fait d'avoir l'esprit un petit peu ouvert et de voir différemment
tout ce qui nous entoure dans le monde en tant que créateur plutôt qu'en tant que consommateur, c'est vraiment le secret de l'entrepreneuriat pour moi. Et du coup, concrètement, en fait, pour toi, quelles sont les clés en fait pour réussir dans l'entrepreneuriat? Pour moi, les clés, c'est premièrement d'avoir une vision orientée vers l'avenir. Les personnes qui ont le profil pour devenir investisseurs et entrepreneurs sont des personnes qui sont vraiment tournées vers l'avenir. En fait, quand je rencontre une personne et que j'essaie de mieux la connaître, notamment pour savoir si elle est prête à entreprendre ou à investir, j'essaie de voir un petit peu vers où est tournée la personne. On va dire qu'il y a 3 types de personnes sans vraiment être noir ou blanc. On est tous un petit peu dans les 3 domaines, mais on a différentes pondérations. Des personnes qui sont très orientées vers le passé, sur leur histoire, pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées ici, et notamment c'est des personnes où dans les relations interpersonnelles, elles vont mettre beaucoup l'accent sur, dans leurs relations, l'importance du moment qui a été vécu avec les autres personnes. Donc c'est des personnes pour lesquelles elles vont dire voilà, je suis très ami et très proche de cette personne-là parce qu'on a vécu plein de choses ensemble. Ensuite, on a une deuxième catégorie de personnes qui sont les personnes qui sont très ancrées dans le présent, des personnes qui simplement aiment kiffer la vie, qui aiment, je ne sais pas, boire des bières en regardant des matchs de foot, et ce qui est très bien, ça les satisfont. Et c'est des personnes qui valorisent en termes de relations le moment passé ensemble avec les autres personnes, le moment présent, sans tenir compte ni de ce qui a été vécu avant, ni de ce que pourrait devenir la relation. Et ensuite, on a des personnes qui sont plus orientées vers le futur, où là, en fait, elles sont prêtes un petit peu à sacrifier leur moment présent pour se préparer à un avenir plus beau. Et c'est des personnes qui, en termes de relations, valorisent beaucoup ce que pourrait devenir la relation. Donc des personnes qui disent, voilà, moi je suis associé à telle personne parce que je pense qu'on pourra faire un beau chemin ensemble. Et parmi ces 3 catégories de personnes, les entrepreneurs et les investisseurs sont des personnes qui ont une grande partie de leur vision qui est tournée vers le futur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passé, pas de présent, mais en tout cas, c'est une part importante de leur vie et de leurs aspirations, la préparation du futur, qui est un petit peu à sacrifier le moment présent et à vivre des choses qui ne sont pas forcément drôles, pas forcément gratifiantes, pour préparer un avenir meilleur. Et je pense que c'est le premier secret pour être un bon investisseur et un bon entrepreneur. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune d'aujourd'hui qui souhaiterait devenir ce genre de personne, mais qui n'y arrive pas parce qu'il est constamment stimulé par les médias, par toute distraction en fait qui existe aujourd'hui et qui sont omniprésentes dans notre vie. Et il faut se l'avouer, c'est dur. Surtout que quand tu es né dans cet environnement et que tu as toujours en fait fréquenté ce genre de personnes, le fait en fait de s'extirper de tout cela, en fait, comment est-ce que tu penses qu'un jeune pourrait faire? Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place en fait concrètement? Je pense que le principal, c'est les fréquentations qu'on a. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner nos fréquentations, parce qu'on entend beaucoup de youtubeurs qui disent oui, mon ancien entourage, mes fréquentations, je les abandonne pour avoir des nouvelles fréquentations. On peut garder ses anciennes fréquentations, que ce soit ses amis, sa famille, etc. Parce que c'est important, c'est des personnes qui comptent pour nous en général, donc on ne peut pas forcément s'en détacher. Mais tourner notre vision des choses vers celle des personnes en fait qu'on veut devenir en fait. Donc fréquenter si jamais vous voulez devenir entrepreneur, fréquenter des personnes qui sont déjà entrepreneurs. Si vous voulez devenir investisseur, fréquenter des investisseurs et voyez comment ces personnes pensent, pourquoi est-ce qu'elles agissent comme ça. Et en général, en discutant avec ces personnes-là, on prend un petit peu de leur mindset, on prend de leur vision des choses et c'est comme ça qu'on change un petit peu notre façon de voir les choses, de penser. Et une fois qu'on a changé notre façon de penser, les actes après viennent de façon naturelle parce qu'on sait pourquoi on agit comme ça. Mais la question, elle est... j'ai mal posé ma question aussi tout à l'heure. C'est comment est-ce que cette personne-là pourrait se rapprocher de ces genres de personnes, tu vois, à savoir que c'est un cercle qui est assez fermé pour le coup? Ça va. En fait, les cercles, par exemple, d'entrepreneurs et d'investisseurs, à un niveau assez élevé, sont effectivement un petit peu fermés. Après, à un niveau beaucoup moins élevé, juste pour avoir le mindset, on peut rencontrer des cercles sur Meetup, sur Facebook, etc. Alors bien sûr, ce ne sera pas des personnes qui sont à un niveau très avancé, mais en général, ça suffit pour avoir au moins un mindset. Après, effectivement, on a toute une transition entre les personnes qui ont des rêves, qu'on rencontre souvent dans ces domaines-là. Et je pense que c'est déjà la première étape pour un entrepreneur et un investisseur, c'est d'avoir une vision de ce qu'on veut faire et d'avoir des rêves. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la vie qui n'ont pas de rêve, où tu leur demandes quels sont tes objectifs dans la vie, qu'est-ce qui te ferait rêver dans 5 ans, 10 ans, et ils n'ont absolument pas de rêve, et ça c'est un peu triste. Le manque de rêve, je pense que c'est
Un petit peu l'entourage. Je pense le fait d'oublier un petit peu les rêves qu'on avait quand on était enfant et de ne pas se permettre d'avoir des rêves. Je pense que c'est des barrières que les gens se mettent peut-être pour pas être déçus si elles pensent ne pas avoir les capacités de répondre à ces rêves et à ces envies-là. Et je pense que c'est peut-être aussi l'éducation peut-être de la famille qui leur a mis des barrières par rapport aux rêves qu'ils avaient avant. Et du coup, c'est des personnes qui ne se permettent pas de rêver et d'avoir plus ou d'avoir mieux que leurs conditions actuelles. Et la première étape, c'est de rencontrer des personnes qui nous encouragent dans le fait d'avoir des rêves. Et après, l'autre niveau de l'entrepreneuriat et de l'investissement, c'est d'agir en conséquence pour répondre à ces rêves, en fait. Moi, je te rejoignais totalement sur ce que tu as dit. Genre, c'était les fréquentations. Je trouve que les fréquentations, c'est vraiment la clé de la réussite pour moi. Même si tu n'es pas quelqu'un de discipliné ou même quelqu'un de pas hyper motivé. Mais si tu fréquentes des personnes, par exemple, qui sont entrepreneurs, bah, tu vas forcément être entrepreneur, tu vois. Par exemple, un truc tout bête, quand tu fréquentes que des millionnaires, bah, tu vas forcément être millionnaire. Alors que si tu fréquentes des gens qui vont plus faire la fête, etc., bah, tu vas faire ça toute ta vie, tu vois. Tu vas jamais pouvoir progresser, tu vois. Même si tu es discipliné, même si tu es motivé, bah, jamais tu vas aller au-dessus parce que tu n'es pas bien entouré et tu n'as aucune connaissance, tu fais rien, quoi. Tandis que quand tu es avec des gens, pas supérieurs, mais plus dans la vision d'entrepreneuriat, bah, tu as une sorte de compétition aussi, tu vois. C'est une compétition, mais qui est saine. Qui est saine et tu chercheras toujours à les égaler, tu vois, à les surpasser. Je pense qu'il y a effectivement dans l'entourage une question de normalisation de l'ambition, de la réussite. Et effectivement, tu peux avoir des entourages dans lesquels la vision de ce que tu fais est considérée comme étant exceptionnelle. Et donc, si c'est exceptionnel, tu auras tendance à te complaire dans ce que tu as déjà, alors que d'autres personnes vont plus te challenger, normaliser le fait d'avancer, d'être ambitieux, etc. Et je pense que ça aide le fait d'avoir des personnes qui sont déjà plus haut que toi dans les domaines que tu vises. Au contraire, au lieu de te dire bah, je suis arrivé et je peux me contenter de ce que j'ai, ça te pousse à te dépasser et à te dire bah, si eux sont là, bah, je peux carrément faire comme eux. Et c'est pas le même standard. Plus cette phrase connue de t'es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si tu regardes Andrew Tate. Comment Andrew Tate ou Andrew Tate. Oui, carrément. Le chauve là qui est parti en prison. Et Oui. lui, il a fait une comparaison que j'ai beaucoup aimé et que je raconte tout le temps en ce moment aux gens que je fréquente. C'est l'histoire du glacier. Il parlait de ce mec qui était glacier et qui traînait que avec des glaciers. Ensemble, ils savaient faire les meilleures glaces. Comment les cuire, à combien de degrés il fallait faire chauffer je sais plus comment ça s'appelle, bref. Mais sans plus. Et avec eux, tu parleras que de glace. Mais d'un autre côté, tu as ce groupe de millionnaires. Et devine parle de quoi? D'argent, comment faire de l'argent. Enfin là, je te le fais sous son ton, tu vois. Oui. Mais la façon dont... Après, c'est en anglais, tu vois. Là, je vais le faire en français, c'est pas aussi impactant, mais le contraste entre les deux, il est flagrant. Enfin, il n'y a pas à débattre, en fait, tu vois. Le pire, c'est que les gens, aujourd'hui, le savent. Ils savent que l'entourage joue beaucoup sur leur situation aujourd'hui, mais ils vont pas forcément agir ou changer les choses. Et je trouve ça tellement dommage. Et... Enfin, je sais pas si tu le vois aussi, mais moi, de mon côté, je vois beaucoup de gens qui me disent « Ouais, Tony, t'as raison, faut que... je change de groupe, faut que je parte de ce groupe, ils sont trop pathogènes. » Mais ils font rien. Et j'ai l'impression que... Enfin, je pense qu'ils essayent, mais tu sais, c'est un peu effet ressort. Ils vont essayer de partir de ce groupe, de s'en extirper, mais ils vont revenir dans ce groupe d'aussitôt, et encore plus violemment, tu vois. Et ils vont encore plus y rester. Et je sais pas, t'as un avis sur ça ou... Alors, l'une de mes stratégies quand j'étais plus jeune, c'était d'essayer de tirer les personnes qui m'entouraient vers là où j'allais, en fait, de leur expliquer pourquoi est-ce que j'agissais comme ça et de les amener à m'accompagner en les tenant un petit peu par la main. J'ai remarqué que ça demandait beaucoup d'efforts et que c'était pas forcément efficace parce que entre guillemets, forcer ou d'encourager des personnes qui n'ont pas l'envie de te suivre à entreprendre, investir, des choses comme ça, ça demande beaucoup d'engagement et c'est pas forcément efficace. Le mieux, effectivement, c'est de rencontrer des personnes qui sont déjà là où on veut aller, en fait, et de fréquenter ces personnes-là le plus possible pour s'imprégner un petit peu de ce mindset-là. Et après, concernant nos anciennes relations, de respecter un petit peu la règle suivante, c'est de ne pas rechercher leur validation,
mais de rechercher leurs félicitations en fait. C'est-à-dire qu'on peut continuer à fréquenter effectivement les personnes qu'on fréquentait avant, mais le gros piège, comme c'est des personnes dont on est proche, on a confiance en elles, c'est de leur demander leur validation, leur avis, alors que ces personnes-là n'ont pas la même vision que nous et pas les mêmes objectifs. Donc le but, c'est de se dire, voilà, je continue à les fréquenter parce que effectivement, on a vécu des choses ensemble, on a certaines affinités, un certain attachement aussi, mais garder toujours en tête que ces personnes-là, je ne dois pas prendre en compte leurs conseils. Et simplement, ces personnes-là, en leur montrant l'exemple et en réalisant les choses, elles vont voir que vous réussissez et elles, ça les aidera. Donc vous n'avez pas besoin de les tirer par la main. Et le fait de réussir, ça leur montrera aussi que vous avez choisi la bonne voie en fait. Mais demander l'avis de personnes et se fier à l'avis de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs que vous, notamment des fréquentations qu'on peut avoir, effectivement, c'est pas une bonne idée. Tu as vécu ça d'ailleurs? Oui, pas mal, ouais. Tu as un exemple un peu? Ah, alors, récent, un petit peu moins. Par contre, avant, quand j'ai commencé à investir en immobilier, j'ai eu des retours de beaucoup de proches, des amis, etc., qui n'étaient pas ouverts au domaine de l'investissement immobilier parce qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires et qu'eux-mêmes ne faisaient pas de l'investissement immobilier. Donc, en général, quand les gens ne font pas quelque chose, il y a une bonne raison pour laquelle ils ne le font pas. C'est qu'ils sont empreints de peur ou alors ils considèrent que ce n'est pas quelque chose qui est pertinent. Et du coup, je leur demandais leur avis en leur disant, est-ce que tu penses que c'est pertinent ce que je fais en me lançant dans l'investissement immobilier? Et ces personnes-là me renvoyaient beaucoup de peur, en fait, beaucoup d'appréhension. Et c'est quelque chose qui peut bloquer, en fait, de se dire, bah mince, est-ce que je suis dans la bonne voie? Alors que tout le monde autour de moi, dans mon entourage, dit que c'est dangereux, que c'est pas pertinent, etc. Et c'est en fréquentant des cercles d'investisseurs immobiliers où là, je vais pouvoir avoir une vision totalement différente. En fait, le fait de voir des personnes qui réussissent dans le domaine de l'immobilier, par exemple, c'est beaucoup plus pertinent de demander conseil à des personnes qui réussissent plutôt qu'à des personnes qui n'ont jamais fait et qui ont peur. En fait, c'est comme si jamais vous voulez faire du sport. Vous avez un peu d'embonpoint, vous voulez devenir baraqué, bah, tu vas pas demander à un mec qui est gros au McDo, est-ce que c'est pertinent pour toi de faire du sport? Et forcément, il va te donner toutes les mauvaises raisons pour faire du sport. Si toi, ton objectif, c'est de devenir baraqué et de faire du sport, bah, va plutôt demander au mec qui est déjà dans la salle, qui est déjà baraqué, et lui, en t'en parlant, bah, il va plutôt t'expliquer comment faire. En fait, bah, c'est le même principe dans l'entrepreneuriat. Effectivement, vous pouvez continuer à fréquenter, si vous le voulez, votre ancien entourage, mais ne leur demandez surtout pas leur avis. Agissez et ces personnes-là verront bien par la suite. En gros, tu as eu en quelque sorte des mentors dans l'immobilier aussi, par ces investisseurs? Je dirais pas des mentors, mais des personnes qui m'ont inspiré et des personnes qui ont su un petit peu me briser mon plafond de verre. En fait, quand tu as 21 ans et que tu as 1 ou 2 apparts, les personnes dans ton entourage un petit peu ordinaire voient ça comme un succès, une réussite. Et clairement, le message qu'on m'envoyait, c'était Daniel, voilà, tu as réussi ta vie, c'est génial. Quand t'envoies ce message-là, bah, toi, dans ton cerveau, tu te dis, voilà, on me dit que j'ai réussi ma vie, je me conforte dans ma situation, c'est déjà génial. Et le fait de fréquenter des investisseurs immobiliers, quand j'avais cet âge-là, qui m'ont dit, mais Daniel, c'est un bon début, bah, ça te change ta vision des choses. Tu passes de j'ai réussi ma vie et donc je me conforte dans cette position-là à, ah bah tiens, si c'est un bon début, ça veut dire que toi, qu'est-ce que tu as fait? Et là, j'ai eu des personnes qui me disaient, bah, moi, j'achète un immeuble tous les mois, tous les 2 mois. Et ça te casse ton plafond de verre et tu te dis, bah, ces personnes-là qui sont en face de moi, qui sont des personnes qui sont normales, elles ne sont pas particulièrement intelligentes, elles n'ont pas des revenus qui sont extraordinaires, elles n'ont pas hérité d'un parent milliardaire. Si elles ont réussi à faire ça, bah, moi, je peux aussi aller dans cette voie-là. Et effectivement, ça m'a changé pas mal ma vision de choses dans pas mal de domaines. Est-ce que tu es satisfait ou pas? Ou t'en veux toujours plus? On va dire que je suis déjà satisfait de ce que j'ai actuellement, au sens où ça me rend heureux. Et oui, franchement, je trouve que c'est, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai un parcours dont je suis satisfait. Par contre, est-ce que je m'en contenterai? Certainement pas. Je pense que tout au long de ma vie, j'aurai toujours des rêves, en fait. Parce que pour moi, ne plus avoir de rêve, c'est un petit peu triste. Et pour moi, la vie, tout à l'heure on parlait de jeux vidéo, c'est un petit peu évolué comme dans un jeu vidéo. On va dire que quand j'étais très jeune, j'étais passionné par les jeux vidéo, notamment des jeux comme Skyrim, où on commence dans la vie avec un personnage qui a différentes aptitudes, différentes compétences dans différents domaines. Et bah, y a des personnes qui peuvent se dire, voilà, moi ma vie dans le jeu vidéo, c'est de rester au niveau 1 et je vais me faire que me balader dans le monde sans rien faire. Mon objectif à moi dans le jeu vidéo, c'est d'augmenter,
d'améliorer les capacités de mon personnage, d'augmenter ses compétences et d'évoluer en fait, de passer tous les niveaux. Dans la vie, c'est exactement pareil. En fait, rester au niveau 1 et juste regarder le monde tel qu'il est, ça m'intéresse pas. Mais par contre, développer des compétences, c'est quelque chose qui est intéressant. Et au travers de l'entrepreneuriat, on développe beaucoup de compétences. Et mon but, ce serait de m'améliorer toute ma vie. Bon, Daniel, on t'a concocté un petit jeu qui est assez récent pour le coup. C'est le jeu de Tu es. Est-ce que tu le connais? Pas du tout. C'est normal, on l'a inventé. Comme tu peux le voir, c'est un bob blanc, très joli. Et comme tu peux le constater, tu as des petites feuilles à l'intérieur. Et sur ces feuilles, tu as une question. Et tu as soit une qualité, soit un défaut. Typiquement, Sur la même feuille, c'est ça? sur la même feuille. Ok. Une qualité ou un défaut. Par exemple, organisé ou désorganisé. Et l'idée, ça va être de donner des conseils si tu as cette qualité. Et au contraire, si tu n'as pas cette qualité, mais le défaut, de pouvoir expliquer ce que tu pourrais, toi, améliorer en toi. Pour moi. Et justement, en parallèle, donner des conseils aux autres, tu vois. Super. Du coup, je te laisse piocher. Discipliné ou un peu indiscipliné? Alors, je dirais que je suis discipliné. Pas assez d'un point de vue de certains de mes amis et de mes fréquentations, mais en tout cas, je pense plus que la moyenne. Je pense que la discipline, pour la former, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut être discipliné, parce que la discipline sans vision et sans objectif, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais je pense qu'à partir du moment où on est vraiment engagé dans quelque chose et qu'on sait pourquoi on est discipliné, c'est quelque chose qui vient à peu près tout seul. Ou alors c'est vraiment qu'on est un cas désespéré, mais à partir du moment où on a une vision et des objectifs, c'est plus facile d'être discipliné. Donc déjà avoir des rêves et des objectifs, et après tâcher de répondre à ces objectifs en étant discipliné. Je me permets de rajouter une question. Comment être discipliné? Comment être discipliné? Ah, je pense que c'est se tenir en fait c'est limite se respecter soi-même que de respecter ce que nous on définit comme objectif et comme règle de vie. Et je pense que ne pas répondre effectivement à des choses qu'on souhaite faire, c'est c'est se trahir soi-même et ne pas se respecter. Donc simplement, quand on définit des choses, si ces choses nous semblent pertinentes et importantes, tout simplement de s'y tenir. Ouais. Est-ce que tu aurais une citation à nous partager, à l'expliquer et pourquoi est-ce que… Alors pour moi, la citation, c'est plutôt une citation que je souhaiterais démonter ou modifier. C'est ce qu'on dit d'habitude, c'est le temps, c'est de l'argent. En fait, pour moi, le temps n'est pas de l'argent, mais c'est quelque chose qu'on entend continuellement. Effectivement, on pourrait croire que le temps, c'est de l'argent parce qu'effectivement, la plupart des personnes échangent leur temps contre de l'argent. Et effectivement, si demain, je ne sais pas, des personnes veulent un coaching en immobilier avec moi, je vais leur dire, effectivement, mon temps vaut de l'argent. Mais le temps, pour moi, est beaucoup plus précieux que de l'argent. Il suffit de demander à des personnes qui sont milliardaires, par exemple. J'avais entendu l'interview d'un milliardaire avec des personnes qui lui écrivaient sur Instagram en disant « Waouh, je rêve d'avoir ta vie ». Des jeunes de 20 ans qui disent « T'es mon idole, t'es mon exemple et si on pouvait échanger notre vie, j'adorerais ». Et ce milliardaire-là, qui était plutôt vieux, leur écrivait en leur disant « Mais toi, t'as 20 ans, moi je peux avoir des milliards, mais je ne pourrai jamais acheter la vie que toi, tu as devant toi. Et si on pouvait échanger nos vies, moi j'échangerais aussi ma vie contre la tienne parce qu'au final le temps vaut beaucoup plus que de l'argent et notamment quand on rentre dans les milieux de l'investissement, de l'entrepreneuriat, on se rend compte que l'argent se crée même si c'est un tabou et que c'est pas forcément tout le monde ne peut pas l'entendre, mais l'argent se crée relativement facilement. C'est un flux, ça peut s'en aller, revenir et au final il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir sur le fait qu'à un moment nos revenus puissent baisser parce qu'en mettant les bonnes actions en place avec les bonnes stratégies, on peut recréer assez facilement des revenus, tandis que notre temps, au final, lui, il fait que défiler. On s'approche toujours de la fin de notre vie et ça, par contre, on ne peut pas le créer, le temps. On peut entretenir au maximum notre corps pour qu'il dure le plus longtemps possible, mais au final, le temps est beaucoup plus à valoriser que l'argent, à choisir entre les deux. D'ailleurs, tu connais cette phrase du philosophe grec Sénèque qui dit l'être humain vivait sur Terre comme s'il pensait que sa vie était illimitée. C'est pas mot pour mot, mais c'est ça l'idée. J'apprécie beaucoup cette phrase, ouais. Ouais. C'est vrai qu'on oublie souvent que notre vie
n'est pas éternel. Et donc, on pourrait être tenté par certains choix, notamment sur l'argent, d'oublier un petit peu notre temps. Alors qu'au final, je pense que même si en tant qu'investisseur, entrepreneur, on doit avoir une vie qui est tournée beaucoup vers l'avenir, ne pas oublier de profiter du moment présent. Notamment, on y pense de temps en temps. J'ai un très bon ami dont le frère est décédé assez jeune. C'est une personne qui avait une vision qui était très tournée vers l'avenir. Mais il ne faut pas oublier que l'avenir qu'on prépare, ça ne se renouvelera pas. Donc voilà, entreprendre, préparer notre avenir, c'est très important, mais sans gâcher forcément notre présent. Moi, tu sais, typiquement, je fais un truc, c'est une astuce qui peut paraître un petit peu bizarre, qui peut faire peur aussi. C'est, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de la phrase de Sénèque. C'est une phrase que j'ai mis en fait dans ma chambre sur le mur. Et au-dessus de cette phrase, tu vas te dire, le mec, c'est un fou. J'ai dessiné un carré. Ouais. Et dans ce carré, tu as environ 80 petits carrés. Ouais. Et en fait, chaque carré représente une année. J'adore. Et en fait, tous les mois, je vais juste gribouiller un tout petit peu, tu vois, juste histoire de me rappeler que le temps est limité en fait et qu'on n'est pas là pour toujours. Et c'est fou comment ça marche. Ça te rappelle à l'ordre direct. C'est la même chose dans ma chambre. Alors moi, c'est pas en année, mais c'est en semaine en fait. Donc j'ai une grille et chaque semaine en fait, je coche une grille. Et ça te permet de te rendre compte que à 29 ans, tu as consommé par rapport à la durée de vie moyenne d'un Français homme qui a encore en vie à mon âge, tu te rends compte que j'ai consommé quasiment un tiers de ma vie. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de ce tiers-là de ma vie? Est-ce que je suis fier de ce tiers-là? Et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour les 2 tiers restants de ma vie si jamais je vis jusqu'au bout, quoi. Et je pense que c'est quelque chose de super pertinent de se dire, la semaine qui a été écoulée, est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai fait de cette semaine? Est-ce que je l'ai utilisé de la bonne façon? Et comment est-ce que je pourrais exploiter la semaine qui vient pour pouvoir être fier et respecter en fait ce temps qui nous est donné sur cette terre? C'est un moment d'introspection et de retour sur la semaine qui était passée et aussi pour définir la semaine suivante, de respecter son propre temps. Et alors ça peut faire peur à certaines personnes. J'ai beaucoup d'amis qui me disent « Mais waouh, Daniel, ce que tu fais, ça me fait peur, tu vois. » Mais au final, c'est juste une prise de conscience parce qu'au final, on sait que notre fin va arriver un jour. Et ce serait un peu triste d'arriver à la fin en se disant « Voilà, j'ai pas fait ce que je voulais de ma vie. » Et de toute façon, ça va arriver, donc autant affronter la réalité en ouvrant les yeux. Totalement. Au moins, tu y es mieux préparé, je pense. Super. Bon, les amis, on touche à la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et que, surtout, vous aurez appris des choses de celle-ci. Daniel, merci encore à toi d'être passé sur la chaîne HX Meetings. C'était un grand plaisir. Plaisir partagé et on espère vivement de pouvoir te retrouver dans un prochain interview, afin de parler de tes prochains projets et on a hâte de voir la suite. Avec grand plaisir. Moi aussi. On te check? Yes.